Eh bien, bonsoir à tous. Bienvenue à cette nouvelle soirée thermique de Villaines-sur-Seine. Donc, une fois de plus, on remercie la mairie de Villaines pour cette invitation dans leur démarche de transition énergétique. Moi, c'est la deuxième année consécutive que j'anime la soirée thermique de cette ville-là et je suis toujours content d'y revenir. Donc aujourd'hui, le thème de la soirée va être comment mener à bien une rénovation énergétique en maison individuelle. Donc pour cela, en fait, mon collègue Yann et moi ici présents, nous nous sommes baladés dans votre commune il y a quelques semaines avec une caméra thermique et nous avons pu relever les différentes sources de déperdition sur les différents logements de la commune. Le but aujourd'hui, ça va être de vous présenter quelles peuvent être les différentes sources de déperdition dans un logement et quels sont les travaux à mener pour y remédier. Et ensuite, nous terminerons par aborder les aides financières qui peuvent être mobilisables pour ces différents projets. Alors, je vous rappelle que pendant le webinaire, vos micros seront coupés. Donc, je vous invite à échanger via le chat et vous pourrez également nous poser vos questions au fur et à mesure via l'outil questions-réponses que vous voyez sur la barre de contrôle. Alors, donc pour commencer, on va vous présenter notre association. Donc nous sommes Association Énergie Solidaire. Nous sommes rattachés au réseau FER, piloté par l'ADEME, et nous sommes donc un service public neutre et indépendant de conseil sur la rénovation énergétique. Donc pour vous retracer un petit peu l'historique de l'association, donc nous sommes une association qui a été créée en 1998 sur la commune de Triel-sur-Seine, à la base sur un projet d'électrification solaire au Burkina Faso. Depuis, l'association s'est un petit peu plus ancrée sur son territoire local, à savoir le Nord Yvelines, puisque depuis 2002, nous sommes devenus un espace info-énergie, appelé aujourd'hui Espace FER, pour justement ces activités de conseil et d'animation autour des économies d'énergie au grand public. Pour aller plus loin dans l'accompagnement, depuis 2012, nous proposons le dispositif CEP, Conseil en énergie partagée, qui est un accompagnement donc, des communes de moins de 10 000 habitants, donc toujours rattaché à l'ADEME. Toujours dans cet objectif d'aller plus loin dans l'accompagnement, depuis 2014, nous proposons le dispositif SLIM, Service local d'intervention pour la maîtrise de l'énergie, qui nous permet d'accompagner davantage les ménages en situation de précarité énergétique, qui font face à des situations d'impayés dues à des factures énergétiques trop lourdes. Et également, pour aller encore plus loin dans cet accompagnement, depuis 2018, nous menons une activité bénévole à travers les chantiers solidaires. Donc là, nous venons directement réaliser des chantiers en éco-construction chez des ménages en grande difficulté. Et c'est d'ailleurs mon collègue Yann, ici présent, qui s'occupe d'animer le dispositif. Donc si jamais vous vous sentez l'âme de bénévoler pour ces chantiers, n'hésitez pas à vous manifester. Donc notre territoire, c'est vraiment le Nord Yvelines. Donc on est implanté sur 5 EPCI, on couvre un territoire de près de 800 000 habitants et nous sommes répartis sur 3 antennes d'habitude. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec le contexte sanitaire, nous sommes plutôt centralisés à Carrières-sous-Poissy, à la Fabrique 21, mais nous avons aussi une antenne aux Mureaux, au Synergy Lab. Pour ceux qui connaissent la ville des Mureaux, c'est l'ancien bâtiment des impôts en face de la médiathèque. Et nous avons également une antenne à Magnanville, au sein des bâtiments de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise. Donc nous avons dans ces différents bâtiments 2 showrooms, un qui est dédié à l'éco-construction, donc c'est celui qui est à Carrières-sous-Poissy où nous sommes actuellement. Donc nous avons à notre rez-de-chaussée une matériothèque de 300 mètres carrés avec des maquettes à échelle réelle pour montrer justement quels sont les différents travaux de rénovation. Et alors vraiment axé éco-construction, donc quels sont les écomatériaux, quelles sont leurs différentes propriétés. Et au Mureaux, Synergy Lab, nous sommes axés sur l'efficacité énergétique. Nous avons un appartement expérimental avec différents systèmes qui fonctionnent aux énergies renouvelables, donc pour pouvoir faire différentes expérimentations. Donc, pour retracer un petit peu nos activités grand public, au-delà du conseil qu'on fait au quotidien, nous avons aussi différentes animations qui permettent de sensibiliser aux enjeux énergétiques et climatiques. Donc, nous avons d'abord des défis, à savoir le défi énergie et le défi presque zéro déchet. Alors, l'édition actuelle est en cours, mais si vous ne l'avez encore jamais fait, je vous invite à surveiller de près pour la prochaine édition, puisque à travers ces 2 défis, on se rend compte que juste en adoptant de nouveaux modes de consommation, on peut faire de réelles économies à la fois sur sa consommation énergétique et aussi sur sa production d'ordures ménagères. Nous sensibilisons aussi les publics scolaires avec le défi école.
Et également, nous valorisons les rénovations et constructions neuves performantes sur le territoire avec le concours Maison Économe. C'est d'ailleurs moi qui m'en occupe, et si jamais vous avez une candidature à me soumettre, les inscriptions vont commencer à partir du mois prochain, donc ça va être bientôt le moment. Également, dans la continuité de ce concours Maison Économe, puisqu'évidemment, nous visitons des logements particulièrement performants, et l'objectif est de permettre aux particuliers également de visiter ces logements. Ça peut permettre de faire des échanges de bonnes pratiques, aussi des retours d'expérience sur des travaux qui auraient été menés. Nous faisons aussi des démonstrations, alors plutôt pour un public professionnel, mais ça peut arriver aussi que nous fassions des démonstrations pour le grand public. Nous sensibilisons également les agents des collectivités avec le programme Agents et énergie positive. Nous avons aussi des animations ludiques autour des enjeux climatiques avec un escape game et une escape box que nous animons, Yann et moi d'ailleurs. Donc la mission Climat 2050, vous devriez en savoir plus très prochainement. Et puis également une animation que vous connaissez peut-être, qui s'appelle les soirées thermiques, où justement nous parcourons les communes à l'aide de notre petite caméra thermique. Et puis bien évidemment, nous sommes toujours à l'affût pour de nouveaux projets, d'autres animations existantes ou à construire ensemble. Et d'ailleurs, je fais une petite promotion pour le samedi de l'habitat, donc qui est un rendez-vous pour le grand public. C'est mon collègue Yann ici présent qui s'occupe de cette animation-là. Et le 6 mars prochain, nous avons un samedi de l'habitat dédié à la rénovation des maisons anciennes. Pour avoir visité votre commune, on sait qu'il y en a plusieurs sur la ville de Vilaine. Donc si jamais vous êtes dans une maison ancienne, que vous voulez aborder un projet de rénovation, je vous invite à vous inscrire à cette animation qu'on espère en présentiel, mais le cas échéant, elle aura lieu en virtuel. Donc avec une matinée de conférences sur justement la rénovation du bâti ancien, et puis un après-midi dédié à du conseil personnalisé. Donc voilà, je vous invite fortement à vous inscrire si vous avez un projet de rénovation. Bien entendu, nous remercions nos fidèles partenaires sans qui nous ne serions pas là. Donc l'ADEME pour la mission de conseil, pour la mission FAIR, également la région Île-de-France, le département des Yvelines et la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise, que nous remercions d'ailleurs puisque c'est à leur initiative que nous organisons ces soirées thermiques. Et puis évidemment nos partenaires locaux, à savoir la ville des Mureaux, la commune de Mantes-la-Jolie, notre partenaire historique, la ville de Triel-sur-Seine, puis le parc naturel régional du Vexin français et le syndicat d'énergie des Yvelines. Alors pour commencer un petit peu cette soirée thermique, nous allons reprendre les bases de la thermographie. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va réellement voir à l'aide d'une caméra thermique ? Donc, qu'est-ce qu'on mesure avec une caméra thermique? C'est le rayonnement. En fait, il faut savoir que la chaleur se transmet de 3 façons différentes. Donc, c'est la convection, la conduction et le rayonnement. La convection, en fait, tout corps qui est au-delà du zéro absolu, c'est-à-dire au-dessus de moins 273 degrés Celsius, ça nous laisse un petit peu de marge, émet de la chaleur. Cette chaleur, elle se transmet de 3 façons. Donc, soit par la convection, ça, ce sont les mouvements d'air donc du chaud vers le froid. Nous avons ensuite la conduction. Donc ça, c'est tout simplement la chaleur qui se transmet par contact. Quand on prend la température, on se met la main sur le front, on fait de la conduction. Mais nous, ce qu'on va regarder avec la caméra thermique, ça va être le rayonnement des corps. Ça, on peut faire une expérience aussi très simple avec son propre corps. Si vous rapprochez vos 2 mains sans les toucher, vous allez sentir de la chaleur. Ça, c'est le rayonnement du corps humain. Et donc, nous, ce qu'on va regarder, c'est la chaleur de l'intérieur des logements qui s'échappe par rayonnement. Donc, quels sont les différents usages de la caméra thermique? En fait, une caméra thermique permet de rendre l'invisible visible. Donc, il y a différents usages pour ces caméras. Tout d'abord, des usages militaires, mais aussi des usages dans l'industrie pour faire de la maintenance, notamment dans l'automobile, pour voir à quel endroit une pièce va chauffer davantage. Ça peut être aussi utilisé en maintenance électrique pour voir, pour repérer des zones chaudes et éventuellement prévenir d'éventuels départs d'incendie. Mais aussi beaucoup d'usages dans la recherche et notamment dans le médical où on peut utiliser une caméra pour détecter des cancers, des tumeurs par exemple. Alors nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ça va être l'usage qu'on peut en faire dans le bâtiment. Donc ça nous permet de mettre en valeur les faiblesses thermiques dans les bâtiments.
Pour ça, on peut regarder un bâtiment de deux façons avec une caméra thermique. On peut le regarder de l'intérieur ou de l'extérieur. Donc en fait, ça a deux objectifs différents. Quand on regarde de l'intérieur, on va pouvoir constater où nous avons des infiltrations d'air. Donc là, nous avons par exemple des déperditions qui peuvent être au niveau d'une prise qui a été posée en second temps, mais aussi des infiltrations d'air au niveau des fenêtres, des défauts d'étanchéité. Ce n'est pas ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, on avait fait un usage extérieur de la caméra thermique pour voir à quel endroit dans le bâtiment la chaleur va s'échapper. Pour ça, il y a deux façons de regarder. On peut faire des thermographies aériennes. D'ailleurs, on m'a remonté aujourd'hui que la commune de Poissy l'avait fait il y a quelques années. Donc là, on va pouvoir observer en fait par où la chaleur s'échappe sur les différentes toitures. Puisque pour faire des relevés en thermographie, il faut être vraiment en face de la surface qu'on est en train de mesurer. Donc nous, ça a été un peu difficile de faire des relevés de toiture. Nous, on a essentiellement fait des relevés de façade où on peut voir où s'échappe la chaleur au niveau des murs, au niveau des différents points. On va vous détailler ça ensuite. Alors, à noter qu'en thermographie, il faut faire très attention, puisqu'en fait, nous avons différents biais qui peuvent venir influer nos mesures. En fait, nous pouvons aussi capter des émissions parasites. Et typiquement, ça va être le rayonnement du ciel ou du soleil. Et c'est pour ça que c'est assez difficile de mesurer quand on est au niveau du sol des toitures, puisque nous ne sommes pas vraiment en face. Et donc, on va être très fortement parasité, comme sur cette image-là. On a l'impression que la toiture est peu déperditive, mais en fait, ce qu'on regarde, c'est le rayonnement de la voûte céleste qui se reflète. On peut aussi avoir des objets au niveau du sol qui viennent fausser les mesures. Et puis, nous avons aussi des incidences, notamment des effets d'angle, puisqu'on vient mesurer les rayons infrarouges, il va y avoir des endroits où ces rayons vont avoir tendance à se concentrer. Donc, il faut toujours prendre des thermographies avec des pincettes et puis faire usage de conditionnels quand on analyse une thermographie, puisqu'il peut y avoir différentes sources de parasites. Également, des différences d'émissivité entre différents matériaux et puis leur géométrie. Là, par exemple, si on regarde cette thermographie-là, on a l'impression d'avoir beaucoup plus de déperdition au niveau de ce bardage, alors qu'en fait, c'est juste une différence de matériaux qu'on va regarder à ce niveau-là. Et puis donc, des effets d'angle, on a toujours l'impression, quand on regarde une fenêtre, qu'il y a un petit coin qui va être très déperditif. Et en fait, non, c'est que dans ce coin, les rayons infrarouges vont se concentrer. Et donc, on va avoir l'impression qu'il y a beaucoup de chaleur qui s'échappe par cet endroit-là. Mais en fait, c'est vraiment une question de géométrie. Donc voilà, d'autres sources de biais. La pluie est une très forte source de biais. C'est pour ça que quand on est venu faire le repérage dans votre commune, on a attendu de choisir une journée où il n'y avait pas de pluie. Et on est venu tôt en matinée pour éviter d'avoir également l'influence du soleil sur les façades. Puisque si on regarde cette façade-là qui commence à être éclairée par le soleil, voilà la thermographie qui en résulte. On a l'impression que cette partie-là du bâtiment est beaucoup plus déperditive que le reste, alors qu'en fait, c'est juste que cette partie-là de la façade a été réchauffée par le soleil, par l'extérieur. C'est pour ça qu'il faut toujours faire attention. Si un professionnel vient chez vous en pleine journée avec une caméra thermique, il faut être suspicieux parce que les relevés de l'extérieur seront faussés par l'influence du soleil. Donc maintenant, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet, la balade au cœur de Vilaine-sur-Seine. Donc, l'avantage de cette soirée en ligne, c'est que ça nous a permis de faire un très gros circuit. Alors, pour information, le circuit de l'année dernière était de cet ordre-là. Et voilà le circuit que nous avons fait cette année. Donc, nous sommes partis du parking de la gare. Et puis, nous avons fait un grand tour par le quartier Marolles. Puis, nous sommes allés jusqu'à la rue de la Clémenterie. Et puis, nous sommes redescendus par ce petit chemin. On avait bon espoir d'observer des toitures par le haut. Malheureusement, la végétation nous l'a un peu empêché, mais on a pu en capter quelques-unes quand même. Donc, pour rentrer tout de suite sur les différentes sources de déperdition, une des premières sources de déperdition, mais pas la principale, Yann vous détaillera ça ensuite, ça va être au niveau des fenêtres. Ici, on a une image qui est assez intéressante, donc au-dessus de ce magasin, que je ne citerai pas. Donc là, on voit 3 fenêtres avec différentes déperditions. En fait, là, on a une première fenêtre qui est ouverte. Cette deuxième fenêtre est fermée. Et cette troisième fenêtre est fermée, mais a des volets, des rideaux plus épais. Et au final, on voit que
En toute logique, une fenêtre ouverte est très déperditive. Une fenêtre fermée, alors c'est assez ténu sur cette photo, mais une fenêtre fermée est bien évidemment moins déperditive qu'une fenêtre ouverte. Et puis, quand on rajoute des rideaux ou quand on ferme des volets, forcément, on limite encore plus les déperditions. C'est pas pour rien qu'il faut fermer ces volets la nuit en hiver pour limiter justement les déperditions par les vitrages. On peut également constater que la voiture garée ici a roulé il y a peu de temps puisqu'on voit que le moteur est très chaud. Juste rajouter une petite précision au niveau des thermographies. Donc, plus vous allez aller vers le blanc et le jaune et le blanc, plus ce sera chaud. Et plus vous allez aller vers le bleu, le violet, le bleu et le noir, plus ce sera froid. Pour que vous ayez une notion, si jamais certains d'entre vous avaient encore des doutes sur l'échelle de température. Voilà, en fait, sur l'échelle de température, nous, au niveau de la caméra thermique, on donne une température maximale, puis une température minimale. Alors, le but du jeu, c'est qu'on soit à peu près au milieu, en façade. Et puis, donc, on va voir quelles sont les zones plus chaudes et quelles sont les zones plus froides. Les zones plus chaudes étant les zones plus déperditives. Donc là, une deuxième photo qui nous illustre bien la différence entre volet ouvert et volet fermé. On voit bien que dès qu'on ferme les volets, on limite grandement les déperditions au niveau des menuiseries. On reviendra sur cette photo un petit peu plus tard parce qu'il y a beaucoup de choses à voir dessus. Donc, la principale source de déperdition, et Yann vous le réexpliquera tout à l'heure, c'est au niveau des toitures, puisque la chaleur a tendance à monter, c'est là où elle va s'échapper en priorité. Alors, en soi, sur cette photo, il faut prendre le relevé avec des pincettes, puisqu'on voit que les zones déperditives au niveau de cette toiture vont être autour de la cheminée. Néanmoins, on voit des petites taches qui s'étendent un petit peu, donc ce qui laisse deviner peut-être une isolation qui aurait bougé avec le temps, et donc une petite discontinuité dans ces endroits-là. On le voit un petit peu plus donc sur cette longère ici présent. Donc on voit que les déperditions sont un petit peu plus nombreuses à ce niveau-là. Alors, est-ce lié à un défaut d'isolation? Est-ce lié au contraire au fait qu'il y ait peut-être un petit espace de comble perdu au-dessus qui aurait été davantage isolé? Ça, c'est difficile à dire tant qu'on ne rentre pas dans le bâtiment. Néanmoins, on voit qu'une toiture n'est pas forcément uniforme au niveau de ses déperditions. Donc, on revient un petit peu sur cette photo. Hop, là, je suis passé trop vite. On revient un petit peu sur cette photo, puisqu'on voit ici de magnifiques combles perdus qui sont isolés. Et donc, on voit que dès qu'on vient isoler ce petit espace, on va limiter la chaleur qui s'en va par le haut. On va vraiment la garder au niveau des étages d'habitation. Et ça, c'est vraiment ce qu'on souhaite. On le devine également sur la maison à côté. On voit bien ce petit triangle correspondant aux combles perdus qui sont très peu déperditifs et donc qui laissent supposer une isolation qui a été réalisée au niveau du plancher des combles perdus. Une autre source de déperdition va être bien évidemment les murs. Alors pour isoler un mur, il y a deux façons de procéder. On peut soit l'isoler par l'intérieur, soit l'isoler par l'extérieur. Historiquement, on retrouve davantage d'isolation par l'intérieur. Le gros souci de cette isolation-là, c'est que à chaque fois qu'on va rencontrer un mur de refend ou une dalle de plancher, l'isolation du mur va devoir s'arrêter et donc ça va créer une discontinuité. Et au niveau de cette dalle, la chaleur n'aura aucun problème à venir s'engouffrer et s'échapper. C'est ce qu'on appelle un pont thermique. Sur les photos de maisons isolées par l'intérieur, on peut vraiment bien voir les différentes dalles. Alors, il me semble que j'ai plusieurs exemples. Voilà un exemple très prégnant en copropriété. L'isolation par l'intérieur est plutôt courante. Et donc là, dans ces cas-là, on devine vraiment les délimitations de chaque logement. On voit toutes les dalles, on voit tous les murs de séparation. On peut voir également ici un petit plancher bas. On y reviendra également. Donc voilà une deuxième copropriété. Donc là, c'est pareil. On peut très bien voir les déperditions au niveau des dalles et puis au niveau du mur de refend ici présent. À noter que la partie supérieure est très peu déperditive, ce qui laisse supposer que la toiture a bien été isolée. Ou potentiellement également que les habitants
du côté à droite, soit c'est des pièces qui ne sont pas chauffées, soit c'est des habitants ou des personnes qui ne sont pas là. Effectivement, sur du logement collectif, on peut aussi très bien voir les différences entre les différents logements, si un logement est plus chauffé que l'autre. On peut aussi deviner effectivement s'il y a des logements qui sont vacants car ils sont peu chauffés. Et donc, l'autre façon d'isoler les murs, ça va être une isolation des murs par l'extérieur. Alors, on a beaucoup cherché dans votre commune des isolations par l'extérieur. Nous en avons trouvé, mais un petit peu difficile pour les prendre en thermographie. Donc, on vous a sorti 2 exemples en dehors de Vilaine qui sont assez frappants. Tout d'abord, cette maison-là. On a l'impression qu'il y a une différence de teinte peut-être entre les 2 murs. Peut-être que c'est des murs de composition différente. En fait, non, il s'agit du même mur, si ce n'est que ce pignon-là a été isolé par l'extérieur. On le devine très bien d'ailleurs parce que l'isolation par l'extérieur ne peut pas toujours aller jusqu'au niveau du sol. Et dans ces cas-là, on voit la petite ligne au niveau de là où s'arrête l'isolation et donc où peut continuer un petit peu à s'échapper la chaleur. Et là, par contre, ce mur-là n'avait pas encore été isolé. Et donc, on peut voir vraiment la différence de déperdition entre les 2 façades. Et là, encore un deuxième exemple où nous avons une maison qui a été séparée en 2. La partie de droite a été rénovée et a fait l'objet d'une isolation par l'extérieur, mais pas la partie de gauche. Et là, c'est vraiment très frappant. On voit les différences de déperdition d'un logement à l'autre. Et là, en plus, nous voyons des petites singularités. Je vous laisse réfléchir un petit peu à ce que ça peut être. On va le revoir dans quelques slides. Donc maintenant qu'on a vu vraiment les grandes lignes des déperditions sur les logements, on va un petit peu regarder les petits détails thermiques, les petits points où on peut constater des déperditions. Donc, tout d'abord, bien évidemment, ça va être les cheminées. Ça, c'est quelque chose qu'on voit très bien avec une caméra thermique, c'est où sont les conduits de cheminée. Bien évidemment, la chaleur s'échappe très fortement à ce niveau-là. Et quand on a un conduit de cheminée qui est en périphérie de son logement, c'est là qu'on constate que c'est un petit peu dommage puisqu'une partie de la chaleur va directement s'échapper à l'extérieur. Alors qu'un conduit de cheminée à l'intérieur a l'avantage de pouvoir rayonner partout autour dans la maison. Et donc, on garde beaucoup plus la chaleur à l'intérieur de son logement. Donc là, je reviens sur la petite singularité que nous avons pu voir tout à l'heure. Donc bien évidemment, il s'agit des radiateurs. Dès que nous avons un radiateur qui est contre un mur, il va venir fortement réchauffer le mur et donc la chaleur va s'échapper directement au niveau de là où est fixé le radiateur. On devine tout de suite où sont vos radiateurs et s'ils sont en train de chauffer ou non. Là, on le voit très bien. Une autre source de déperdition à laquelle on ne pense pas toujours, puisque ce n'est pas toujours des espaces qui sont habités, là en l'occurrence c'était le cas, ça va être les portes de garage. Alors bien évidemment, tant qu'il s'agit d'un garage où on ne va pas y vivre, ce n'est pas très grave d'avoir une porte peu étanche. Mais dès qu'on vient habiter un garage comme c'est le cas là, un défaut d'étanchéité fait de très fortes déperditions à cet endroit-là. Nous avons rencontré justement le particulier habitant ici qui nous avait confirmé que l'isolation de la porte du garage était un travaux envisagé très prochainement. Une autre source de déperdition, ça va être bien entendu tout ce qui est bouche d'extraction, donc tout conduit d'évacuation pour les chaudières ou pour un poêle, et puis aussi les bouches d'aération. Alors ça, les bouches d'aération, malheureusement, on a toujours besoin d'avoir un air sain chez soi et de le renouveler. Donc, ce serait une très mauvaise idée de venir boucher ces aérations-là. Nous avons besoin d'assurer le renouvellement de l'air. Malgré tout, il existe des technologies qui permettent de limiter un petit peu les déperditions, mais à condition de faire un gros travail sur l'étanchéité à l'air de son logement. Alors là, c'est un petit exemple qu'on voulait vous montrer. En soi, ce n'était pas un logement, il s'agissait d'un garage, mais on retrouve ça dans quelques logements. J'ai d'ailleurs ça chez moi. Et ces carreaux de verre, on aimait bien mettre ça à une certaine époque pour pouvoir gagner en luminosité. Malheureusement, ça reste du simple vitrage avec des joints assez déperditifs. Et donc ça ne pardonne pas. Et en plus, là, nous voyons au milieu une petite aération naturelle où la chaleur n'a aucun problème à venir s'échapper.
Alors bien entendu, quand ce n'est pas une pièce de vie, c'est pas très grave, mais quand ça devient une zone d'habitation, bah, c'est très dommage d'avoir beaucoup de déperdition pour un gain de luminosité qui est somme toute assez modéré. Alors là, nous avons un autre exemple qui est assez intéressant. Nous avons sur la gauche ici une maison qui a fait l'objet de travaux d'isolation par l'intérieur, et à côté, une maison de même époque qui n'a pas fait l'objet de travaux d'isolation. Là, c'est pareil, au niveau de la thermographie, c'est sans équivoque. Cette maison-là est devenue beaucoup moins déperditive que celle-là. Et puis, on devine donc l'isolation qui a été faite par l'intérieur, puisqu'on voit encore les ponts thermiques au niveau des dalles. Même si là, pour le coup, vu qu'on est sur des maisons anciennes, les logements ont un plancher qui va être en bois. Du coup, là, l'isolation thermique par l'extérieur crée un pont thermique beaucoup moins important. D'ailleurs, on le voit beaucoup moins que sur la photographie, la photographie de la copropriété. Ce qui est intéressant de voir, c'est que sur la même image, la température des deux façades est quand même très différente, alors que c'est deux bâtiments qui sont quasiment identiques à la base. Effectivement. Et alors maintenant, nous allons passer à l'étape suivante. Maintenant que nous avons vu les différentes sources de déperdition sur les logements qu'on a pu constater à Vilaine, je vais passer la main à mon collègue Diane pour qu'il aborde avec vous vraiment le concret et comment mener à bien une rénovation énergétique. Thermique. Donc je vais recommencer, vous n'avez pas dû m'entendre, j'étais en train de parler dans le vide. Donc je vais vous expliquer. Donc là, vous venez de voir qu'il y a différents points où vous allez perdre de l'énergie. Et on va voir ensemble pourquoi il est intéressant de faire des travaux de rénovation énergétique et comment les faire, dans quel ordre, etc. Alors tout d'abord, on va vouloir faire des travaux de rénovation énergétique pour réduire notre budget lié à l'énergie. Parce que notamment, 52% de notre budget est destiné à l'énergie du logement. De notre budget énergie est destiné à l'énergie du logement. En général, le reste, ça va être plutôt lié au transport avec la voiture. Dans ce budget-là de 52%, on a une grande part en fait qui est liée au chauffage. Donc c'est elle qu'on va vouloir réduire. Mais attention également, on va avoir une autre part donc, qui va être liée à l'électricité spécifique, qui est à 21%. Il y a quelques années, elle était assez basse, autour de 15-17%. Et de plus en plus, chaque année, en fait, c'est un des postes où on dépense le plus d'énergie. Alors, l'électricité spécifique, qu'est-ce que c'est? Ça va être tout ce qui va fonctionner à l'électricité. Nos ordinateurs, nos téléphones, notre petit électroménager, etc. Donc voilà, c'est un des points à faire attention. On verra un petit peu tout à l'heure comment faire, mais le gros de notre travail va être sur le chauffage. Donc maintenant, on va essayer de réduire comment faire pour réduire nos factures de chauffage. Alors il y a un scénario donc, qui fonctionne bien pour cela, donc, qui s'appelle le scénario Négawatt. Donc Négawatt, c'est une association qui présente en fait des tendances et des scénarios pour l'avenir, pour atteindre une solution où on baisserait notre consommation d'énergie. Donc la tendance actuelle, donc, elle est à la hausse en général. Et donc pour la réduire, dans un premier temps, on va appliquer donc la sobriété. La sobriété, ça va être de réduire ses consommations sans avoir à faire de travaux. C'est avec des gestes du quotidien, des habitudes, etc. Une fois qu'on a atteint un bon niveau de sobriété, on va pouvoir passer à l'efficacité. L'efficacité, ça va être améliorer ce qu'on a pour, par exemple, avoir moins de déperdition ou pour que ça fonctionne mieux et que ça consomme moins d'énergie, si ce n'est pas lié au logement, par exemple.
Et ensuite, les renouvelables. Donc, une fois qu'on a fait de notre sobriété, puis on est assez efficace, donc on a déjà bien réduit, et bien seulement à partir de ce moment-là, on va pouvoir penser à notre système de chauffage, par exemple, et le tourner vers les renouvelables. Parce qu'il sera dimensionné pour correspondre à nos besoins après travaux et après sobriété. Alors la sobriété, je vais vous expliquer quelques petits gestes à faire, et si jamais vous souhaitez aller plus loin, il existe notre défi énergie, donc, qui est en cours actuellement, mais que vous pourrez par exemple rejoindre l'année prochaine, qui va être la réalisation de 100 petits gestes à faire en famille pour réduire ces factures. Et notamment, un des premiers gestes peut être généralement de baisser sa consigne de chauffage de 1 degré, ce qui permet d'économiser 7% d'énergie. Il y a également comme choisir de nouvelles lampes LED et d'avoir un raccord avec des prises multiprises, donc sans les empiler parce que ça devient dangereux, mais avec des multiprises pour pouvoir éteindre plusieurs outils multimédia et pas laisser les veilles fonctionner toute la nuit, parce que les veilles consomment à la longue de l'énergie. Également, une réflexion à avoir sur la box Internet, parce que la nuit, par exemple, on ne l'utilise pas et elle consomme quand même de l'énergie. Ensuite, une fois qu'on a fait tous ces gestes de sobriété, on va pouvoir passer à l'efficacité. Et la solution pour le bâtiment, pour l'efficacité, ça va être l'isolation. Donc, on va isoler en fonction de son logement. Ici, c'est un logement des années 70, typique des années 70, sans isolation. La première source de déperdition, ça va être la toiture. Ça va être là où il va y avoir le plus d'énergie qui va partir vers l'extérieur. Et c'est l'endroit où vous allez pouvoir faire les premiers travaux pour faire le plus d'économie d'énergie. Ensuite, on aura les murs, puis les fenêtres, enfin le sol. Donc, une fois qu'on aura fait tous ces travaux-là, on aura une très bonne performance énergétique. Mais vous allez me dire que j'ai oublié 2 points, donc l'air renouvelé et les ponts thermiques. L'air renouvelé, ça va être une nécessité. L'air renouvelé, ce n'est pas une perte d'énergie, parce qu'en fait, vous avez besoin en fait, de renouveler l'air de votre logement pour que vous n'ayez pas de moisissure, par exemple, ou que vous n'ayez pas trop d'humidité dans votre logement. Donc, c'est une nécessité. Après, il existe des solutions qui se font surtout dans le neuf, avec des ventilations double flux pour récupérer ces calories. En général, sur la rénovation, on va conserver les pertes liées au renouvellement d'air pour avoir une bonne qualité de l'air dans son logement. Et les ponts thermiques, c'est à chaque fois qu'on ne pourra pas avoir d'isolant en continu. Mais je vais revenir plus tard dessus pour vous l'expliquer plus facilement. Donc, pour l'isolation, avec quoi on va isoler? On va isoler avec des matériaux. Mais comment choisir ces matériaux? Sur quels critères se baser? On va voir ça ensemble. Alors, à votre avis, comment on va choisir un matériau? J'ai un premier exemple. Donc, on a le même matériau, mais il est sur 3 épaisseurs différentes. On a un fin, un moyen et un gros, et un épais. Et à la fin, d'après vous, quel isolant est le meilleur, va avoir la meilleure capacité d'isolation? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Et bien, ça va être l'isolant où il y a le plus d'épaisseur. Vu qu'on a le même isolant, si on met le plus d'épaisseur sur le même isolant, et ben on sera plus performant. Par contre, maintenant, on a 3 isolants avec 3 épaisseurs différentes. Et là, à votre avis, lequel de ces matériaux, laquelle de ces solutions sera la plus performante? On laisse quelques secondes pour réfléchir également. Et bien là, on ne va pas pouvoir trancher, parce que chaque épaisseur est différente, mais également chaque matériau est différent. Ce qui est important de savoir, c'est que le matériau va nous aider à déterminer la performance de l'isolation qu'on va poser. Et pour cela, on va avoir besoin de connaître la résistance thermique. La résistance thermique, qu'est-ce que c'est? C'est un indice qui vous dit à quel point vous êtes bien isolé
isoler du froid, c'est-à-dire à quel point votre maison va empêcher la chaleur de sortir vers l'extérieur. Et donc ce critère-là, en fait, cette résistance thermique-là, elle va dépendre de deux choses, de l'épaisseur de l'isolant et de la lettre grecque lambda. Lambda qui s'appelle également la conductivité thermique. Je vais vous expliquer ce que c'est. Pour ceux qui aiment le plus les mathématiques, la résistance, qui s'écrit toujours grand R, est égale à l'épaisseur sur le lambda. Alors, la conductivité thermique, qu'est-ce que c'est? La conductivité thermique, c'est un petit chiffre en fait de 0,040 en général jusqu'à 0,020. Il va varier suivant les isolants. Et plus il sera petit, plus par exemple 0,020, qui est le plus petit, moins on va mettre d'épaisseur pour atteindre la même résistance thermique. C'est-à-dire que par exemple, si j'ai un isolant à 0,020 de conductivité thermique, je vais mettre moins d'épaisseur qu'avec un isolant à 0,040 de conductivité thermique. Mais le principal à retenir, c'est que la résistance thermique, peu importe l'isolant que vous aurez et l'épaisseur que vous aurez, si vous avez la même résistance thermique entre les deux isolants, vous allez avoir le même confort pour l'hiver. Et vous verrez également qu'il y a des caractéristiques qui vont être importantes suivant où vous isolez pour obtenir les aides financières. Par exemple, l'isolation de combles perdus, donc c'est quand vous avez un grenier par exemple et pas d'aménagement en dessous vos combles, ça sera une résistance thermique de 7. Et plus la résistance thermique sera élevée, plus vous allez avoir un confort thermique, des gains vous allez éviter la chaleur de sortir vers l'extérieur. Du coup, après, comment trancher? Si on a deux matériaux, deux solutions avec deux résistances thermiques différentes, comment trancher encore? Eh ben, on va avoir une autre solution qui va s'appeler le déphasage. Le déphasage, cette fois, contrairement à la résistance thermique qui va vraiment se concentrer sur le confort d'hiver, le déphasage, lui, va se concentrer sur le confort d'été. Ça va être le temps, donc le déphasage va s'exprimer en heures et ça va être le temps que va mettre la chaleur extérieure à rentrer dans votre logement. Et cela va dépendre essentiellement de la masse volumique, c'est-à-dire que plus votre isolant sera lourd, plus le déphasage sera long et plus vous aurez un bon confort d'été. Et après, il y a d'autres choix, d'autres critères qui peuvent rentrer en compte pour le choix de votre isolant, notamment la prise en compte des critères environnementaux, parce que vous ne souhaitez peut-être pas que vos isolants soient issus du pétrole ou qu'il ait consommé beaucoup d'énergie à sa fabrication, etc. Mais il existe également des normes sociales, si on peut le dire, où par exemple, si vous mettez, lorsque vous jetez des jeans qui sont trop usés ou des vêtements trop usés au relais, et ben, ces vêtements-là vont être recyclés sur une filière entièrement sociale et ça va donner un isolant en textile recyclé. Donc voilà les critères principaux de choix d'isolant pour l'isolation. Maintenant, on va passer sur l'isolation des vitrages. Donc là, pour le choix des vitrages, c'est un peu différent. Et donc, en priorité, comme vous avez vu, c'est l'isolation avec des isolants, toiture et mur. Et après, on va passer au vitrage. Donc pour le vitrage, ça va être un peu différent. Donc on va avoir trois caractéristiques principales avec une première caractéristique qui va être le facteur thermique. Là, c'est l'inverse de la résistance thermique. Plus le UW sera bas, plus la chaleur sera retenue à l'intérieur. Donc c'est l'inverse, la résistance thermique. Plus la résistance thermique est haute, plus la chaleur est retenue à l'intérieur. Donc là, c'est la performance thermique de votre fenêtre. Ensuite, la fenêtre, c'est quelque chose de transparent. Il existe un facteur solaire, parce que les rayons du soleil peuvent la traverser. Et le facteur solaire va de 0 à 1. 0, ça ne laisse pas du tout passer la chaleur du soleil. 1, ça laisse passer toute la chaleur du soleil.
Et donc, plus vous allez avoir un SW important, plus votre fenêtre, quand elle va laisser entrer le soleil, plus elle va laisser passer d'énergie. Et enfin, vu que c'est également un élément transparent, le vitrage, et ben on va avoir également la transmission lumineuse. Et là, ça va être la quantité de lumière qui va passer à travers votre fenêtre. Pour vous donner un ordre d'idée, la fenêtre en simple vitrage, c'est celle qui va laisser passer le plus de lumière. Dès qu'on va passer sur du double vitrage, ça va laisser un peu moins de lumière, et le triple vitrage va laisser encore un peu moins de lumière. Mais en général, elles se valent les unes aux autres. Par exemple, si vous prenez deux doubles vitrages, ils vont laisser passer la lumière à peu près identiquement. Ça va dépendre du traitement de la surface, mais c'est approximativement proche. Également, lorsqu'on change le vitrage, on a un effet qui est un ressenti de confort qui paraît bien plus important. C'est pour ça qu'on fait généralement des travaux de changement de fenêtre bien plus fréquemment que les autres travaux. Et donc, on le fait parce que quand on est en simple vitrage et qu'on touche la paroi, on va avoir une température de surface aux alentours de 2 degrés. Alors que quand on est en double vitrage, si on touche la paroi, on va avoir une température aux alentours de 16 degrés, quand il fait -5 dehors. Et notre corps, en fait, il fait la moyenne des températures des parois qui l'entourent pour ressentir la chaleur. Et si on a une paroi qui est très froide, et ben même si on chauffe à 23 degrés, on va avoir une sensation d'inconfort. Alors que si on chauffe à 20 degrés, mais que la paroi est à 16 degrés, et ben on va avoir une sensation un peu plus confortable. C'est comme en hiver, en général, on se sent mieux dans une pièce avec de la moquette partout que dans une pièce avec du carrelage partout. Notre corps fait vraiment la moyenne de ce qui l'entoure pour avoir son ressenti. Et donc maintenant, on va voir ensemble les déperditions de votre maison et quels travaux faire pour lutter contre. Donc tout d'abord, comme vous avez vu, si ce n'est pas isolé, on va avoir la première source de déperdition, ce sera la toiture, puis les murs, puis le plancher bas. Donc pour la toiture, il existe deux solutions. La solution où vous avez des combles qui ne sont pas aménagés. Donc là, on va pouvoir isoler directement sur le plancher haut. Donc le plancher haut, c'est le plancher qui est le plus haut de votre maison, le plafond de la pièce la plus haute. Et il va exister deux solutions possibles, soit de créer un nouveau plancher par-dessus et de mettre de l'isolant sous forme de laine. Et dans ce cas-là, il faudra quand même mettre un pare-vapeur. Donc un pare-vapeur, vous allez voir tout à l'heure, c'est quelque chose qui va protéger votre isolant. Et dans l'autre cas, donc là, vous ne souhaitez pas créer un plancher, mais vous allez isoler entre les solives. Donc les solives, c'est les planches qui portent votre plafond, votre plancher haut. Et vous allez souffler de l'isolant en vrac. Donc là, c'est des flocons en fait qui vont être soufflés. Et l'avantage, c'est que là, les flocons vont bien épouser les formes des poutres et ça va être plus performant. Et toujours, on n'oublie pas de mettre le pare-vapeur. Et le pare-vapeur est toujours du côté où vous allez chauffer votre logement. Et là, on va le voir encore après, ce pare-vapeur-là. Le pare-vapeur, il va être ici. Donc là, on est dans les combles aménagés. Donc c'est des combles où là, cette fois, par exemple, c'est un bureau ou c'est une chambre. Et donc ça va être un endroit où on va souhaiter garder de l'espace pour pouvoir vivre en dessous. Donc l'isolant va être apporté sous les tuiles et on aura donc notre isolant qui sera maintenu par des tiges métalliques ou en bois. Enfin, il y a différentes méthodes. Et on aura toujours le pare-vapeur à l'intérieur de votre logement. Et là, donc, sur les combles, donc sur les deux images dont je viens de vous parler, c'est un endroit où il faudra vraiment faire attention au déphasage parce que c'est un endroit où on a beaucoup de surchauffe. Et c'est pareil, dans l'idéal, il faut limiter les ouvertures
de Velux dans la toiture. Évitez de faire des trop grandes ouvertures parce que ça sera des endroits de surchauffe pour l'été, surtout si elles sont au sud et sans volet. Donc ensuite, on va également isoler donc, les planchers bas. Donc le plancher bas, c'est par exemple le plafond de votre cave ou en dessous le plafond de votre vide sanitaire, si vous n'avez pas de cave. Et donc là, c'est les deux possibilités on va pouvoir isoler parce qu'on va venir mettre des plaques ou des isolants en rouleau sous votre plancher pour permettre d'éviter d'avoir des déperditions et que la chaleur aille en dessous. Donc vous aurez un garage ou une cave beaucoup plus froide, mais vous aurez une surface au-dessus bien plus chaude. Et ensuite, on va voir l'isolation par l'extérieur, par l'intérieur. Donc là, l'isolation par l'intérieur, ce qui va être important, c'est de conserver également ce pare-vapeur-là, parce que on va essayer toujours de protéger l'isolant. Et donc, quand on va isoler avec notre isolant par l'intérieur, il faudra bien faire attention à isoler même derrière les cloisons qui sont fines pour éviter d'avoir les ponts thermiques comme on voyait tout à l'heure. Mais par contre, on ne pourra pas empêcher ces ponts thermiques là au niveau de la dalle et des murs porteurs. Par exemple, ici, là, on a peut-être un mur porteur ou potentiellement une cloison assez lourde où on n'a pas pu isoler entre. Et donc, vous voyez, on voit les déperditions du logement liées à l'isolation thermique par l'intérieur. Alors que si on isole par l'extérieur, donc là, l'isolant vient être mis directement à l'extérieur. Et cette fois-ci, on n'a généralement pas toujours besoin d'un pare-vapeur. Mais cette fois, on n'a plus les déperditions liées à la dalle intermédiaire. Donc là, on a une isolation qui est bien plus performante parce qu'on va limiter les ponts thermiques. Alors attention, là c'est une image avec un bardage. Les isolations thermiques par l'extérieur peuvent être soit en bardage, soit en enduit. D'ailleurs, si vous le souhaitez, on a une nouvelle maquette à la Matériothèque qui a été réalisée par une entreprise qui s'appelle Decoreno et cette semaine. Et donc vous pourrez venir la voir si vous le souhaitez. Il faudra prendre rendez-vous quand même. Et donc là, c'est la photo que Julien vous a montrée tout à l'heure, en vous expliquant isolation thermique par l'extérieur et un projet après pour réisoler thermiquement par l'extérieur. Maintenant, on va voir la bonne mise en œuvre. Donc, on va parler sûrement du pare-vapeur dans pas longtemps. Mais d'abord, l'étanchéité de l'air. Donc, ce qui va être important, donc le pare-vapeur y contribue, mais ça va être également sur toutes vos poses. Donc, les poses de fenêtres, elles doivent être bien réalisées pour pas que vous sentiez de courant d'air autour de vos fenêtres, parce que c'est comme ça que vous allez avoir une sensation d'inconfort. Et donc là, on voit ici, vu que c'est beaucoup plus clair, donc là, c'est l'inverse de lorsqu'on est à l'extérieur. Plus c'est bleu, plus on a de déperdition. Et bien là, il y a sûrement un courant d'air qui passe ou un problème de pose. Comme pour la prise ici, en fait, je ne sais pas si vous avez déjà ressenti, mais dans certaines maisons, quand on a une mauvaise étanchéité à l'air, on a des courants d'air qui passent dans les prises. Donc là, c'est vraiment à gérer par les artisans pour qu'ils mettent tout en œuvre pour bien réaliser les différents points singuliers. En règle générale, à chaque fois que deux éléments se rencontrent, c'est un point singulier. Donc maintenant, on va parler du pare-vapeur. Donc c'est l'étanchéité à l'air et à la vapeur d'eau. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au quotidien, vous émettez de la vapeur d'eau, donc en cuisinant, en dormant, en respirant, en étendant le linge également, etc. Et cette vapeur d'eau, elle doit s'évacuer. Elle a deux solutions pour s'évacuer, la ventilation ou passer à travers les parois. Par la toiture, c'est assez simple en général parce que c'est assez ouvert à la diffusion de la vapeur d'eau. Et donc, c'est ici qu'on va chercher à mettre le pare-vapeur par l'intérieur pour éviter que la vapeur d'eau aille dans l'isolant et condense. Parce que si jamais la vapeur d'eau va dans l'isolant, ça va condenser
La condensation, c'est que la vapeur d'eau se transforme en eau liquide, et cette eau liquide, après, à évacuer, elle est très difficile et elle va dégrader votre isolant. Pour que vous puissiez voir quelques solutions de mise en œuvre. Donc voilà, une fois que vous avez fini votre isolation par l'intérieur, en fait, toute votre isolation va être cachée par un pare-vapeur. C'est un peu comme une publicité pour la marque. Vous avez vraiment le pare-vapeur toujours dans le même sens et partout. Et avec du scotch bien posé entre chaque clé de pare-vapeur. Et enfin, donc, pour évacuer la vapeur d'eau qui n'est pas sortie par les parois, parce que le pare-vapeur l'empêche, et il faudra avoir une ventilation. Parce que plus vous allez isoler, plus votre ventilation sera, plus votre maison sera étanche à la vapeur d'eau et à l'air, et plus vous risquez d'avoir de moisissures. Donc il faut vraiment avoir une ventilation, même en amont de votre projet d'isolation, pour avoir après un air sain dans votre logement. Et enfin, une fois qu'on a fait tout ce projet de rénovation, on va pouvoir aller plus loin et choisir son chauffage. Mais cette fois dimensionné aux nouveaux besoins. Parce que vous avez fait des travaux d'isolation, et après, vous savez exactement ce dont vous avez besoin comme chauffage. L'idéal, c'est d'attendre un petit peu pour voir quels sont réellement vos besoins de chauffage. Est-ce que un petit appoint avec un poêle à bois va suffire pour me chauffer sur toute une partie, ou est-ce que j'ai besoin d'un peu plus ou d'un peu moins? Et voilà, après, c'est à réfléchir en fonction de vos nouveaux besoins. Et donc, je vais passer la main à mon collègue Julien pour finir sur les aides financières. Hop. Et donc, nous allons enchaîner maintenant sur quelles peuvent être les différentes aides financières mobilisables pour mener à bien ces différents projets de rénovation. Vous avez quelques noms ici présents, peut-être que ça vous évoque deux, trois choses, peut-être que vous en avez déjà entendu parler. En ce moment, on entend beaucoup parler de MaPrimeRénov'. Donc en fait, les aides financières, il n'en existe pas qu'une, il va en exister plusieurs, et il conviendra à chaque fois, selon son projet, selon ses ressources, aussi peut-être parfois selon son statut, puisqu'on n'est pas toujours propriétaire en tant que personne physique de son logement. Donc vraiment, selon le cas de figure, on va pouvoir trouver des solutions de financement différentes. Donc tout d'abord, on va se poser la question de quels sont les critères d'éligibilité de chaque aide, puisque chacune va avoir des conditions à respecter pour pouvoir être attribuée sur son projet de rénovation. Donc en fait, déjà, puisqu'on parle d'aide à la rénovation, c'est bête à dire, mais il s'agit toujours de travaux de rénovation. On ne peut pas bénéficier d'aide financière, en tout cas de ces dispositifs, pour une construction neuve ou pour une création par exemple, d'une nouvelle ouverture ou d'une extension sur son logement. Il faut qu'on soit en train de rénover quelque chose d'existant. Donc, il faut que ça soit un bâtiment résidentiel. Alors, il existe aussi des aides pour le tertiaire, mais ce n'est pas l'objet de cette conférence. Il faut qu'ils aient une certaine ancienneté, ces bâtiments, puisqu'évidemment, on ne va pas rénover du neuf. Donc, il faut que ça soit à minima des bâtiments résidentiels de plus de 2 ans, voire même pour une aide qui s'appelle Habiter mieux sérénité, plus de 15 ans. Et il faut que les travaux soient systématiquement réalisés par un professionnel qui est certifié, reconnu, garant de l'environnement. Donc, le fameux RGE, vous avez peut-être déjà vu ces logos sur des camionnettes de professionnels. Donc, en fait, pour chaque type de travaux, il existe une qualification RGE bien spécifique. Donc, on peut être qualifié RGE pour l'isolation de la toiture, pour l'isolation des murs, pour l'installation d'une pompe à chaleur, d'une chaudière gaz, etc., etc. Il faut toujours, selon le projet, vérifier qu'on passe par des entreprises certifiées RGE pour le bon domaine et dont la date de validité du certificat n'est pas expirée puisqu'il y a une date d'expiration. Et puis, comme Yann nous l'a dit précédemment, il faut que les travaux respectent certains critères techniques. Donc, par exemple, pour l'isolation, ça va être des valeurs minimales de résistance thermique en fonction de l'endroit où on se situe. Alors, il n'y a pas que des critères techniques à respecter. Il va aussi y avoir, comme je vous le disais, des conditions de ressources.
Donc en fait, on est découpé en fonction du nombre de personnes qu'on est dans son foyer et du revenu fiscal de référence du dernier avis d'imposition pour l'ensemble du foyer. Donc dans le cas de colocation ou de situation non maritale, il faut bien les additionner, hein. Et donc, on va déterminer dans quelle catégorie on se situe, qui fait qu'on va avoir différentes aides qui vont s'ouvrir à nous et à différentes hauteurs. Donc, quand on est dans les plafonds de revenus les plus modestes, c'est là où on va avoir une éligibilité un peu à toutes les aides qui existent et on va pouvoir choisir entre différentes façons de procéder. Plus on est dans les catégories de revenus supérieurs, plus les aides vont devenir restreintes et vont vraiment porter sur les travaux d'efficacité énergétique. Donc, ça va être pour des travaux d'isolation de l'enveloppe essentiellement. Donc ça, quand vous nous appelez pour du conseil, pour qu'on regarde ensemble quelles sont les aides qui sont disponibles pour vos projets, une des premières questions qu'on va vous poser, ça va être: avez-vous connaissance du revenu fiscal de référence de l'ensemble de votre foyer et combien de personnes vous êtes chez vous? Et ensuite, on va pouvoir dérouler donc, le fil des aides. Aujourd'hui, on ne va pas pouvoir tellement rentrer dans le détail. Si vous avez des projets de rénovation bien précis, si vous voulez qu'on discute de l'éligibilité pour un projet spécifique, je vous invite à nous recontacter ultérieurement pour qu'on prenne le temps d'un conseil plus personnalisé. Donc, pour revenir un petit peu sur les critères techniques, donc comme je vous disais, il va y avoir des valeurs minimales de résistance thermique à appliquer selon l'endroit quand on vient faire de l'isolation. Donc, par exemple, quand on isole ces combles aménagés, qu'on vient isoler les rampants de la toiture, il faut mettre une résistance thermique minimale de 6. Quand on est sur des combles perdus, qu'on isole le plancher des combles, il faut mettre une résistance thermique minimale de 7, sur les murs 3,7, etc. On retrouve également donc, des critères de performance pour les vitrages. Ça va être ces fameux UW et SW. Donc, il y a deux plages de valeurs. En fait, soit on vient rechercher un vitrage qui est très isolant, mais qui du coup va permettre moins d'apport solaire, ou soit on va s'orienter vers un vitrage peut-être un peu plus déperditif, mais qui va aussi permettre de récupérer de l'énergie solaire. Donc, on retrouve aussi ces critères pour les portes d'entrée, pour des vitrages de remplacement, etc. Également pour certains volets isolants. Donc, c'est des volets où dans les lames, on va retrouver de l'isolant. En général, c'est du polyuréthane qui est injecté, qui donne un petit pouvoir isolant supplémentaire. Et donc, il y a aussi des valeurs bien spécifiques à respecter pour les fenêtres de toiture. Donc, tant qu'on est dans ces plages de valeurs-là, on va pouvoir récupérer des aides sur ces travaux-là. Par contre, dès qu'on va sortir de ces valeurs-là, si on veut mettre une résistance thermique, imaginons qu'on est un petit peu limité en espace disponible sous sa toiture, qu'on vise moins de 6 en résistance thermique, là, on ne va pas pouvoir récupérer d'aide dessus. Donc, pour vous présenter un petit peu une vue d'ensemble des différents dispositifs d'aide financière, voilà, vous avez un petit peu l'ensemble des aides là sous les yeux. Donc, on va tout de suite casser un mythe reçu. On entend beaucoup parler des aides de l'État. Alors, ce n'est pas toujours des aides de l'État. Il y en a effectivement, dont le fameux MaPrimeRénov' qui remplace l'ancien crédit d'impôt à la transition énergétique, le CITE, qui aujourd'hui n'existe plus. Donc, MaPrimeRénov' l'a bien remplacé. Mais à côté de ça, on va aussi retrouver d'autres organismes qui vont apporter des aides, et notamment les fournisseurs d'énergie avec le dispositif des C2E, donc des certificats d'économie d'énergie. Alors certes, c'est un petit peu une aide d'État quand même, puisque c'est la loi qui impose en fait aux fournisseurs d'énergie d'aider à la rénovation énergétique chez des particuliers ou aussi dans le tertiaire pour compenser leurs activités émettrices de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est le principe général des C2E, et on va retrouver différentes aides qui découlent de ce dispositif. Donc tout d'abord, les certificats d'économie d'énergie classiques. Donc là, c'est les fournisseurs d'énergie qui viennent nous verser une aide pour un peu tous les travaux d'économie d'énergie qu'on peut réaliser chez soi. On va aussi retrouver des offres un petit peu particulières, les C2E coup de pouce. Donc là, en fait, c'est des aides qui vont être bonifiées. C'est toujours les fournisseurs d'énergie qui les proposent. Mais là, ça va être une aide forfaitaire parce qu'on va être sur certains travaux qui permettent de faire le plus d'économies d'énergie. Ça va être typiquement l'isolation des combles ou de la toiture, ou l'isolation du plancher bas, ou le remplacement de son système de chauffage principal quand l'ancien était à énergie fossile et pas à condensation, c'est-à-dire qu'il était peu performant. Aujourd'hui, on vient vous donner des aides plus importantes pour venir changer ces systèmes-là. Typiquement, pour sortir d'une chaudière fuel ou d'une chaudière gaz pas à condensation, ça va être le coup de pouce chauffage qu'il va falloir mobiliser. À noter une aide un petit peu intermédiaire qui est Habiter mieux, sérénité.
Donc, c'est une aide de l'ANA, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. C'est aussi l'ANA qui porte l'aide MaPrimeRénov'. Et donc, Habiter mieux sérénité est une aide d'État, en partie financée par les C2E, à destination des ménages modestes pour réaliser des rénovations globales. Donc là, c'est quand on veut faire un ensemble de travaux de rénovation pour permettre d'avoir au moins 35% d'économie d'énergie sur son logement. Et donc pour ça, l'ANA vous accompagne à travers un opérateur conseil pour venir déterminer le scénario de rénovation et puis dérouler les aides au fur et à mesure. Donc, à noter également que dès qu'on est sur de la rénovation énergétique, si on passe par une entreprise sur le territoire français, nous sommes éligibles à une TVA à taux réduit. Donc, la TVA ne doit plus être à 20%, mais à 5,5%, puisqu'on est sur de la rénovation. À noter aussi l'existence de solutions de financement pour vous aider à justement faire la passerelle jusqu'au versement des aides qui sont en général reversées après les travaux. Donc, en fait, la plupart des grandes banques aujourd'hui ont signé une charte pour proposer ce qu'on appelle des éco-prêts à taux zéro. Donc, ce sont des prêts sans intérêt pour pouvoir financer des travaux de rénovation énergétique sur son logement. En fonction du nombre de travaux qu'on va engager chez soi, on va pouvoir demander un prêt plus ou moins important. Dès qu'on est sur 3 travaux ou plus, le prêt peut monter jusqu'à 30 000 € et on a jusqu'à 15 ans pour le rembourser. Et puis aussi, je n'en ai pas parlé, mais en région Île-de-France, nous avons un dispositif qui est proposé par l'ADEME et financé en partie par les C2E qui s'appelle le Fonds Airbois. Si jamais certains d'entre vous se chauffent exclusivement au bois dans leur foyer avec un appareil qui date d'avant 2002, sachez qu'il existe une aide assez intéressante pour le remplacer au profit d'un appareil toujours de chauffage au bois plus performant. Donc voilà, si jamais vous êtes dans ce cas de figure, je vous invite à nous contacter pour qu'on fasse un petit point et puis éventuellement que vous puissiez profiter de ce dispositif-là. Donc voilà un petit peu la vue d'ensemble sur les aides. Je ne vais malheureusement pas pouvoir rentrer vraiment dans le détail des barèmes puisque ça pourrait faire l'objet d'une conférence de 2 heures à part entière. Mais si vous avez un projet de rénovation bien précis, contactez-nous et on se fera un plaisir de faire avec vous la lecture de ce qu'on appelle notre Bible, à savoir le guide ADEME des aides financières, où on retrouve l'essentiel des informations sur ces différents dispositifs d'aide financière. Donc, pour faire un petit récapitulatif sur les différentes aides financières, certaines vont être cumulables entre elles, d'autres non. La règle qu'il faut retenir pour cela, c'est dès que 2 aides sont financées de la même façon, elles ne vont pas pouvoir être cumulables entre elles. Donc, par exemple, pour les certificats d'économie d'énergie, tout ce qui est financé à travers ce dispositif, on ne va pas pouvoir le cumuler pour un même travaux. On ne peut pas, par exemple, pour un même remplacement de chaudière, et demander des C2E classiques et des C2E coup de pouce et l'aide Habiter mieux sérénité de l'ANA, puisque comme je vous l'avais dit, elle est en partie financée par le dispositif des C2E. Et c'est pareil, on ne peut pas cumuler l'aide MaPrimeRénov' avec l'aide Habiter mieux sérénité, puisqu'elles sont toutes les deux proposées par l'ANA. Et puis on ne pouvait pas cumuler le CITE et MaPrimeRénov' en même temps, puisque l'un a remplacé l'autre. À noter également que quand on vient cumuler plusieurs aides, et notamment avec MaPrimeRénov', on va retrouver ce qu'on appelle des écrêtements. En fait, MaPrimeRénov' est conçue de façon à ce qu'elle va prendre en considération les aides des C2E et va faire en sorte que le cumul MaPrimeRénov' et C2E ne dépasse pas un certain pourcentage de la facture selon sa tranche de revenus. Par exemple, quand on est dans une tranche de revenus très modeste, le cumul MaPrimeRénov' et C2E ne peut pas dépasser 90% du total de la facture. Ça redescend à 75% en catégorie modeste, puis 60% en catégorie intermédiaire, et enfin 40% en catégorie supérieure. Donc, quand vous avez des entreprises qui vous contactent en vous disant « on peut vous faire chez vous des travaux à 1 € avec l'aide de MaPrimeRénov'», vous savez qu'on est tout de suite dans un discours qui est mensonger, puisque à cause de cette règle d'écrêtement, ça n'est pas possible. Et c'était pareil pour le CITE. Au final, en fait, les isolations à partir de 1 €, et attention, soyons vigilants avec ce type de travaux, ça ne marche que quand le montant des C2E exclusivement permet de financer la quasi-totalité des travaux.
Mais attention néanmoins, pour arriver à de tels montants, il faut vraiment qu'on soit sur des devis qui soient très 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 bas. Donc il faut faire attention à ce que ça ne soit pas fait au détriment de la qualité des travaux. Comme vous a dit Yann précédemment, et il est très important par exemple de faire attention à l'étanchéité à l'air, au transfert de vapeur d'eau. Un devis d'isolation par l'intérieur où il n'y a pas de pare-vapeur mentionné, il faut faire attention. Ça veut dire que peut-être il n'y aura pas de pare-vapeur posé, ce qui laisserait craindre que l'isolation va beaucoup moins tenir dans la durée. À noter que ces aides, on ne peut pas les remobiliser tous les ans pour des mêmes travaux. Par exemple, pour les C2E, sur une opération d'isolation, l'opération est censée être valable sur une durée de 30 ans. Donc, il faut vraiment faire attention à la mise en œuvre pour que ça soit bien le cas. Eh bien, donc, nous arrivons gentiment sur la fin de cette soirée thermique. Donc, si jamais vous avez des projets de rénovation bien précis, je vous invite à garder le contact avec nous. La meilleure façon de nous contacter, ça va être par téléphone en nous appelant ici à Carrières-sous-Poissy au 01 39 70 23 06. Vous pouvez aussi nous contacter via notre formulaire sur notre site énergie-solidaire.org. Le pluriel est important, hein, énergie avec un S et solidaire avec un S. Et vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux et puis pourquoi pas participer à une de nos futures animations.